Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur comment mieux accompagner les entreprises en situation de fragilité. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une session que nous souhaitons riche en échanges et en apprentissage. Dans un contexte économique en constante évolution, il est crucial de disposer des bons outils pour anticiper les situations délicates que peuvent rencontrer les entreprises. Vous comprendrez qu'en 1h30, tout ne pourra pas être abordé sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons volontairement orienté ce webinaire sous un prisme technique et une dimension régionale. Nous aborderons quelques questions essentielles: comment anticiper les difficultés avant qu'elles n'empirent, comment détecter et évoquer les problèmes éventuels avec un dirigeant, quels sont les leviers pour prévenir les situations délicates. Nos intervenants experts tenteront de répondre à ces questions et bien plus encore. Pour le confort de tous, et en particulier celui des intervenants, vos micros et caméras sont désactivés, mais n'hésitez pas à vous manifester en posant vos questions dans l'espace questions et réponses QR en haut de votre écran. Jérémy Massé, qui co-anime ce webinaire avec moi, aura un œil attentif pour les repérer et les relayer en direct. Pour votre information, ce webinaire est enregistré. Et sans plus attendre, commençons par l'analyse des défaillances d'entreprises en France et dans la région des Pays de la Loire. Bilan 2024 et première perspective 2025 que nous présente Virginie Guigaud-Geffroy, responsable adjointe du département analyse et prospective chez Solutions Eco. Bonjour à tous. Merci Sylvie. Sylvie va faire défiler mes diapos, donc vous étonnez pas quand je vais m'arrêter. Donc 2024, effectivement, le nombre d'entreprises en situation de défaillance a fortement progressé. 67 830 procédures de redressement, liquidation ou sauvegarde ont été comptabilisées. Je te dirai, Sylvie, quand tu peux changer de diapo, mais là, c'est pas le moment. Merci. Euh, la France n'est pas un cas isolé, parce que Allianz Trade, l'assureur crédit, lui, avance une hausse de 11% des défaillances dans le monde. Là, tu peux passer à la diapo suivante, où vous allez voir l'évolution. La diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le nombre de défaillances. Là, c'est pas celle-là. Ça marche Je pas? comprends pas pourquoi Tu l'as pas? tu. Ah, d'accord. Non, bah non, Voilà. c'est pas la bonne là. Bon, je vais. Merci, c'est Mhm. celle-là tout le temps, pour l'instant. Ah, il y a un petit temps de Désolée. décalage peut-être. Ouais. D'accord. Bon. Donc, si on prend le temps de regarder le graphique, vous voyez que le nombre de défaillances qui a été enregistré en 2024, il est supérieur au niveau qu'on avait eu après la crise financière de 2008. Euh, Pendant aussi tout ce qu'on a appelé la période des crises des dettes souveraines, si vous vous souvenez, en Grèce et compagnie, et puis la période de croissance faible qu'on a connue entre 2012 et 2013. Alors, au-delà du niveau observé, plus élevé, ce qui frappe ici les esprits, vous voyez, c'est la rapide progression enregistrée depuis le point bas de la période post-Covid. Alors, le point positif ici, c'est que le rythme d'augmentation a diminué. Au quatrième trimestre, les défaillances d'entreprise progressaient de 10% par rapport au trimestre précédent, alors qu'au troisième trimestre, on était encore sur un rythme de hausse de 17%. Donc des défaillances qui progressent, oui, mais un peu moins vite. Diapo suivante. Donc là, si on regarde un peu, si on essaye de trouver des explications à ce boom des défaillances, ben en fait, on se constate qu'il y a des effets vraiment cumulatifs et c'est ça qui aboutit à cette montée sans précédent dans défaillance. Le premier élément, vous le savez, c'est le contexte dégradé économique.
Depuis plusieurs mois, on a une dégradation de la conjoncture avec des inquiétudes qui montent, notamment autour de l'industrie, dans un contexte mondial très compliqué, hein. Hier, j'avais écrit face à l'incertitude américaine en matière de droits de douane. Entre-temps, Trump a annoncé une possible augmentation des taux du taux de droit de douane de 25% aussi pour l'Europe. Donc ça, c'est quand même un élément assez inquiétant pour les entreprises. Ce qu'on ne sait pas trop non plus mesurer, c'est que comme la Chine aussi est attaquée par ces hausses de droits de douane, c'est comment est-ce qu'elle va réagir? Est-ce qu'elle va pas vouloir vendre encore plus en Europe et donc avoir une croissance, une concurrence encore plus exacerbée chez nous? Enfin, une période extrêmement compliquée en termes d'incertitude. En France, tout ceci, hein, les chefs d'entreprise l'ont dit dans les enquêtes, l'incertitude a été pour eux encore renforcée avec la dissolution du mois de juin, et puis après avec toute la période où le budget était en attente de vote à l'Assemblée. Donc c'est un contexte où les ménages épargnent beaucoup plus, ils consomment moins, les entreprises, elles investissent moins aussi, et tout ceci, bah, au final, ça limite les possibilités de développement des entreprises, et donc ça augmente potentiellement le nombre de défaillances aussi. Le deuxième élément à garder à l'esprit, c'est les taux d'intérêt, hein. Même ils ont baissé hein, par rapport à la période, le pic inflationniste, les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés qu'avant le pic de l'inflation en 2022. Les taux d'intérêt, le principal banque centrale, il était même nul en juillet 2022 et aujourd'hui, il est à 2,75%. Donc ça veut dire que les banques se refinancent plus cher à la Banque centrale européenne et donc elles vont accorder des prêts aux entreprises et aux ménages à des taux plus élevés. Donc ça, forcément, ça rend les financements plus coûteux et ça pèse sur les ménages et sur les entreprises. Sur les ménages, on va voir aussi que ça a pesé du coup sur tout ce qui est immobilier, construction. Le troisième élément qui est mis en avant, c'est le remboursement des PGE. Il y a encore à peu près 38 milliards à rembourser, principalement par des TPE et des PME, hein, qui représentent 98% du nombre de prêts accordés, hein, pas en montant quand même. Et de nombreux chefs d'entreprise alertent sur les délais de remboursement qu'ils jugent trop courts, ce qui les fragilise. Donc ça, c'est un élément. Autre élément, c'est la reprise des recouvrements des URSSAF, qui ne faisaient plus trop de recouvrements forcés et qui a recommencé depuis un an. Et donc, on remarque qu'il y a une augmentation des redressements et des liquidations judiciaires qui sont liées à ces assignations URSSAF. Le dernier point aussi qu'on peut mentionner, hein, c'est que même si le plus gros de la crise inflationniste est passé, les conséquences, eh ben, elles sont toujours là, avec des niveaux de prix qui sont importants. Le coût de l'énergie reste 36% plus élevé aujourd'hui qu'il était en 2019. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais les prix du gaz, là, ils sont en train de repartir à la hausse parce qu'il a fait trop froid pendant l'hiver. Donc ça continue de peser sur les entreprises. Et puis ce qui pèse aussi, hein, c'est que pendant le plus gros du pic de l'inflation, bah, les entreprises ont quand même augmenté les salaires de leurs employés et que ça, bah, du coup, ça reste encore là et ça pèse sur les marges. Le profil des entreprises en difficulté, si on regarde diapo suivante, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, un élément, c'est qu'il n'y a pas un vrai fort effet création. C'est-à-dire que ce n'est pas les entreprises les plus jeunes qui sont les plus défaillantes. Vous le voyez à l'écran, hein, la progression des défaillances, elle est plus faible pour les jeunes entreprises, celles qui ont été créées depuis moins de 3 ans, que pour des unités plus anciennes, notamment des entreprises qui ont été créées il y a plus de 15 ans. Donc la vague des défaillances aujourd'hui, elle n'est pas alimentée par les nombreuses créations qu'il y a eu ces 3 dernières années. Donc le point ici, du coup, qui est aussi embêtant, c'est que comme ce sont des entreprises anciennes, c'est des entreprises qui ont le temps de grandir, et donc en termes de taille, eh ben, elles sont plus importantes et l'impact sur le territoire, il est plus fort. Alors vous voyez que c'est surtout les entreprises de 50 à 99 salariés où les défaillances ont fortement progressé. Donc, selon le cabinet Altarez, hein, il faudrait remonter à la crise financière de 2009 pour retrouver des niveaux élevés de défaillance comme ça, hein, parmi des grandes PME de 50 salariés et plus. Donc, l'idée, hein, l'ennui ici, hein, c'est que quand les plus grandes entreprises échouent, forcément, les conséquences en chaîne sont plus graves pour les clients et pour les fournisseurs. Si on regarde la diapo suivante sur le nombre d'emplois menacés en France,
Altares estime à un nombre de 255 737 emplois précisément menacés en France. Si vous regardez par secteur, eh bien, il y a une forte hausse des défaillances des entreprises dans la construction, hein, vous le savez sans doute. Le volume des crédits distribués aux ménages s'est écroulé, hein, avec la hausse des taux d'intérêt. Ça a entraîné une crise sur le marché de l'immobilier. L'atonie de ce secteur immobilier, bah, ça a entraîné des réactions en chaîne dans la maçonnerie, dans la construction de maisons individuelles, dans la menuiserie, les agences immobilières et même dans la fabrication de meubles. Dans le commerce, qu'est-ce qu'on peut dire? On a des grosses différences, on ne les voit pas là parce que c'est la moyenne, mais entre le commerce de détail qui va mieux cette année, parce qu'il allait très mal l'année dernière, et le commerce de gros qui, lui, commence à subir aussi les conséquences du ralentissement économique général et en particulier de la consommation des ménages et de l'activité dans les entreprises en général. C'est le même ordre d'idée dans le transport logistique, hein. Vous voyez une forte augmentation des défaillances. Bah, on consomme moins, les entreprises produisent moins, donc forcément on transporte moins de marchandises en général. Je ne vous ai pas mis le chiffre là, mais dans les secteurs des services aux entreprises aussi, on a une hausse importante, hein, plus 35% par rapport à 2023, avec des services à la peine, notamment la sécurité privée et le nettoyage des bâtiments. Bon, c'est vrai qu'avec le télétravail, on fait aussi moins appel aux sociétés de ménage qu'avant, hein. Et dans le secteur des activités d'assurance, les emplois qui sont impactés aussi beaucoup par les faillites dans les agences, dans les entreprises de courtage en prêt immobilier. Donc tout ça, c'est réaction en chaîne, hein, des taux d'intérêt augmentés. Le secteur de l'industrie, lui, a enregistré aussi des défaillances, surtout, vous le savez, hein, dans l'automobile, du côté des équipementiers, et puis dans tout ce qui est textile, hein, dernier redressement notable en date, hein, c'est le Coq Sportif, qui a été placé en redressement judiciaire au mois de novembre dernier. Donc, si on regarde un peu plus près dans les Pays de la Loire, je te laisse avancer la diapo encore après. Si on regarde dans les régions, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, déjà, les défaillances ont progressé dans toutes les régions de France métropolitaine. Cependant, quand même, l'ampleur de l'augmentation est très variable, hein. Vous voyez que ça va de 7,5% en Centre-Val de Loire à 29% en Normandie. Donc, on est sur du simple au quadruple. Euh, Dans la région, nous, on est un petit peu en position intermédiaire, hein. On a une progression globale de 12,8%. Et cette progression est quand même plus faible que celle qui est constatée en moyenne au niveau national, où là, on est sur un rythme de 17%. Si on regarde maintenant, diapo suivante, le profil des entreprises en difficulté dans la région. Bon, bah, dans la région, on retrouve à peu près le même phénomène qu'au niveau national. Les entreprises qui emploient le plus de personnes sont plus en difficulté, hein, vous voyez, que les entreprises les plus petites, de moins de 10 salariés. Donc en 2024, on a eu 17 entreprises de 50 salariés qui ont été touchées par une défaillance. Donc on est à 17 en 2024, on était à 14 en 2023, on était à 9 en 2022, mais juste avant le Covid, on était à 25 défaillances. Donc l'idée ici, c'est de dire quoi? Bah, c'est de dire, bon, bah, 17, c'est plus que les années précédentes, mais c'est pas non plus un phénomène exceptionnel finalement. Deux cas quand même emblématiques dans la région, les meubles Gauthier en Vendée, hein, qui sont en redressement judiciaire. Bah là, c'est les difficultés de l'industrie du meuble, hein, qui sont aussi en lien. Alors pas que, hein, mais avec la dégradation du marché de la construction en général. Le deuxième cas un peu emblématique, donc parmi les grosses entreprises qui ont leur siège dans la région, hein, c'est MPO France qui est le spécialiste du disque vinyle et qui lui subit une très forte, en Mayenne, hein, qui subit une forte concurrence des États-Unis depuis plusieurs années maintenant. Donc, si on regarde au niveau des secteurs, vous voyez des évolutions similaires, hein, à ce qu'on a dit précédemment en France. En général, elles sont moins marquées qu'au niveau national, sauf pour l'industrie, le rythme de progression est un peu supérieur, hein. On est à 10,7%.
En France, on est autour de 8. Euh, voilà, donc c'est quand même une différence, notamment parce que chez nous, les défaillances dans l'agroalimentaire ont progressé, alors qu'au niveau France, elles ont diminué. Bon, il y a quelques écarts, mais qui restent quand même limités. Si on regarde le profil sur la diapo suivante, l'évolution depuis plusieurs années, euh, alors l'idée ici, c'est de comparer l'évolution France et Pays de la Loire. Et qu'est-ce qu'on voit finalement sur ce graphique? Qu'on a quand même, il semble se dessiner point positif, hein, une certaine stabilisation. Vous voyez que la courbe bleu clair, elle est plate depuis plusieurs mois, ce qui n'est pas le cas en France complètement, hein, en tout cas depuis moins longtemps. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous voyez l'écart entre les Pays de la Loire et la France s'accroît. Ce qui veut dire aussi qu'il y a et la courbe des Pays de la Loire est en dessous de celle de la France, hein. Ça veut donc dire qu'on a une meilleure réaction, une meilleure résistance des entreprises dans la région par rapport au cas national. Et donc en conclusion, dernière diapo, merci. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour 2025? Alors, je le dis régulièrement, mais je vais le redire, faire des prévisions, c'est toujours un exercice qui est quand même très délicat pour les économistes, hein, vous le savez bien, puisque souvent ils se trompent. Mais ces dernières années, ça devient quand même un peu mission impossible. Entre la crise, la succession des crises sanitaires, géopolitiques, toutes les conséquences sur les équilibres économiques, l'inflation, aujourd'hui maintenant on est dans les accords commerciaux qui sont dénoncés, tout ceci quand même bouleverse les économies. Le début de 2025 apparaît pas vraiment faire exception à cette nouvelle tendance. Ce qu'on peut dire, c'est que l'assureur Crédit Alliance Trade, en 2025, il prévoit pour le monde, hein, une augmentation des défaillances d'entreprises sur un rythme de 2%, alors qu'on était à 11% cette année, donc une amélioration. Pour la France, il est un peu plus optimiste, il prévoit une faible diminution. Altares, lui, le cabinet spécialiste des données, hein, sur ce sujet, table lui sur une stabilisation des défaillances. Au final, ce qu'on peut retenir, c'est qu'a priori, quand même, il n'y a pas de grand retournement de tendance en vue, ce qui ne nous surprend pas non plus, hein, vu le contexte. En France, il y a un point à surveiller, c'est celui des retards de paiement qui, a priori, augmentent de plus en plus et qui pourraient du coup impacter et entraîner des difficultés dans les entreprises. Et donc, en fonction aussi de tous ces éléments-là, bah, soit on va rester sur un plateau, soit on pourrait aller vers un nouveau pic si vraiment il y a de nouvelles catastrophes qui arrivent. Voilà, merci à Merci. tous. Désolée pour ces chiffres un peu plombants, c'est pas d'habitude, c'est pas comme ça, mais là, j'ai fait ce que j'ai pu. Merci Virginie. Peut-être qu'y a-t-il des questions? Jérémy, tu en as repéré? Non, n'hésitez pas Bon. encore une fois à poser vos questions dans le fil d'actualité. Voilà. On les prendra au fil du webinaire. Eh bien, merci encore Virginie. Nous allons poursuivre avec Ludivine Périnel de la société Evostra. La situation, comme vient de l'évoquer Virginie, nous amène à nous interroger sur l'anticipation et l'accompagnement des entreprises. Alors, comment détecter les signaux faibles? Quels sont les points de repère et quelle posture adopter auprès d'un dirigeant pour l'amener à se confier ou à parler de ces problématiques? Ludivine, tu nous apportes quelques pistes de par ton expérience et ton expertise. Je vais faire défiler les diapos pour toi à cause de ce petit problème technique que nous avons. Merci Sylvie, puis bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravie de retrouver le réseau des développeurs économiques dont je suis issue et que j'ai quitté il y a quelques années pour créer mon entreprise. Et effectivement, l'idée, c'est de vous proposer quelques éléments issus de mon expérience, avec d'abord quelques éléments préliminaires, de se dire finalement une entreprise, il y a différents piliers en fait à respecter, que sont du coup de se dire bah, pourquoi on est là tous ensemble. Et ça relève plutôt de nos valeurs et notre mission. Tu peux passer peut-être à la slide suivante, Sylvie. De se dire bah, finalement qu'est-ce qui est un peu notre colonne vertébrale, vers où on se dirige, ça c'est l'orientation, les projets, les objectifs. Pour décliner, je dirais, une organisation, ça peut être des process, ça peut être du coup un organigramme, ça peut être la manière dont on fonctionne en interne ou avec nos partenaires,
pour ensuite définir aussi le mode de communication, de relation pour bien interagir. Et en fait, ces 4 piliers, il faut absolument qu'ils soient respectés parce que sinon, ça peut venir déséquilibrer l'ensemble. Et en fait, ça évolue en permanence. Et de plus en plus, c'était un peu les propos aussi de Virginie, on voit que c'est du coup une constante évolution, ça demande beaucoup d'agilité, donc il faut être hyper au clair sur finalement qui on est, vers où on va, comment on s'organise pour atteindre nos objectifs et comment on communique entre nous, sous peine qu'il y ait un petit déséquilibre. Moi, c'est des choses que je travaille beaucoup, ça peut être avec des gouvernances, des associés, avec les équipes, et comment on décline finalement le projet d'entreprise avec les équipes pour du coup créer une cohésion et puis surtout une efficacité globale et allier la performance et l'humain. Autre élément préliminaire, et c'est la slide suivante, c'est en fait dans une entreprise, il y a différentes phases et différentes étapes. C'est-à-dire qu'il y a l'étape de création d'entreprise, il y a les premières années, puis après il y a différents champs. On va y revenir juste après. Et qu'on soit indépendant ou qu'on soit une multinationale, en plus de notre activité technique, on a un certain nombre de sujets à gérer. Et ça, il faut surtout pas l'oublier. Il y a tout ce qui relève de la gouvernance, la vie de la société, les décisions stratégiques. Il y a toute une dimension stratégie, là dont je parlais juste avant, mais aussi comment on le décline de manière plus sur la phase marketing, commerciale, la communication. Il y a toute la partie RH et management. Il y a tout ce qui relève de l'organisation, des méthodes, des process, la partie comptabilité financière, le juridique, l'informatique et puis plein d'autres sujets qui sont aussi présents plus ou moins fortement suivant les entreprises. Je pense à la RSE, à l'innovation, etc. Et en fait, il peut y avoir des enjeux différents sur ces différentes dimensions au stade de vie de l'entreprise. Un dirigeant qui n'a pas ça en tête, en fait, et qui pense qu'il faut qu'il se concentre uniquement sur son cœur de métier, va passer à côté d'un certain nombre d'éléments et pourrait être rattrapé tôt ou tard, en fait, par des choses qu'il aurait oubliées. Donc, de se dire qu'on soit indépendant ou multinational, on a tous ces sujets à traiter, c'est, je pense, important. Alors pour entrer dans le vif du sujet, j'ai essayé de formaliser un petit peu finalement cette frise de la vie d'une entreprise où il peut y avoir un stade. Le premier stade, c'est bien sûr la création de l'entreprise, avec un certain nombre d'enjeux. Et puis quand on franchit comme ça des étapes, qu'il y a les premières années, la vitesse un peu de croisière, il va y avoir des enjeux différents qui sont à prendre en compte et qui vont peut-être se traduire par rapport au levier que je présentais tout à l'heure sous différents enjeux. Ce que je propose, c'est peut-être qu'on passe directement à la partie création. Donc dans la partie création, il y a un premier élément qui est important, c'est de se dire finalement, quand je vais créer l'entreprise et avoir une existence juridique, il faut que je choisisse un statut, un nom, il faut que je balise juridiquement les choses. Pour ma part, moi par exemple, quand j'ai choisi de créer l'entreprise, il y a la question du nom qui m'a bloqué pour mes statuts. Moi j'ai créé une SASU. Et en fait, le nom de l'entreprise était important pour créer mon nom de domaine pour mon site internet, mon adresse mail, mes statuts, etc. Et ce nom, en fait, il faut être vigilant sur le fait qu'il soit déjà pris ou pas. Parce que si on prend un nom qui est déjà pris, on peut avoir un recours. Et c'est arrivé à un certain nombre d'entreprises de ne pas être vigilant sur cette dimension-là et voilà, de créer l'entreprise, d'avoir des statuts, des plaquettes, un site internet. Et puis, quelques semaines, quelques mois après, un recours arrive de quelqu'un qui a un nom similaire et qui, du coup, peut être assez coûteux pour l'entreprise, soit parce qu'il y a une forme de pénalité d'indemnité, soit parce qu'on est obligé de tout refaire. Et certains oublient cette dimension-là. Ensuite, il y a la question, bien sûr, de structurer son offre, de trouver son positionnement et de pouvoir aussi se dire finalement qu'est-ce que je vais apporter au marché. Et c'est vrai que quand j'étais développeur économique, j'avais du coup un certain nombre de créateurs qui pouvaient venir me voir pour se présenter et qui en fait étaient très, très animés par leur projet. Mais qui n'avaient pas forcément réfléchi à est-ce que quelqu'un va acheter ce que je propose ou va l'acheter dans les modalités que j'ai prévues moi ou au prix que j'ai prévu moi. Et il y a vraiment cette dimension, je dirais, désirabilité. Quelle est la valeur d'usage de ce que je propose? De quelle manière est-ce que c'est faisable techniquement? Et comment est-ce que c'est viable pour moi ou comment est-ce que mes clients ça peut être au bon prix pour mes clients en fait. Et ces trois dimensions, le bon positionnement, il est vraiment au croisement de ces trois éléments.
Donc de se dire, est-ce que j'ai déjà des premiers clients? Est-ce que j'ai pu tester mon offre? Est-ce que j'ai pu du coup aller affiner un petit peu ce positionnement, regarder les attentes des clients? C'est quelque chose que je trouve hyper important. Moi, je me suis beaucoup formée à tout ce qui est attente client, design thinking, pour justement regarder ça de manière assez rapide et du coup de se dire comment moi je me différencie de la concurrence. Mais je me suis aperçue dans mon expérience professionnelle que c'était pas toujours le cas. Je vais peut-être moins m'arrêter sur les autres éléments. Vous connaissez par cœur, hein, trouver son local, son emplacement, identifier les partenaires clés, éventuellement faire les premiers recrutements. Et ça, c'est super important parce que si dans une petite structure, si on se trompe sur ces sujets-là, ça peut être vite très problématique. L'autre enjeu important sur la création, moi, de mon expérience, c'est aussi comment on détermine le prévisionnel, ses charges et son besoin en fonds de roulement, en ayant plutôt une approche prudentielle. Moi, c'est vraiment ce que je conseille, c'est de se dire finalement quelles vont être mes charges et de prévoir presque un peu plus, quelles vont être mes recettes et de bien prévoir la différence de temporalité et comment du coup je me fais accompagner pour pouvoir avoir, je dirais, un fonds de roulement qui me permet de vivre sereinement sans avoir le couteau sous la gorge et comment j'essaye d'être très au clair sur la viabilité de mon modèle, quoi. Et puis l'autre élément très important, c'est aussi, finalement, on devient, on passe de salarié à dirigeant d'entreprise et c'est pas du tout la même chose. Et il y a vraiment je pense, à prendre conscience, qu'on passe d'un statut à un autre et qu'il faut développer une posture, un état d'esprit qui va être approprié et de se dire, «Comment je me prépare au changement de fonction?» C'est un élément qui est important avec, je dirais différentes étapes, qui peuvent aussi se passer et du coup, à cet égard, la question de l'entourage, ça peut être l'expert comptable, ça peut être un réseau d'entreprises, mais comment on grandit en tant que dirigeant? C'est un élément qui est important et de se dire on a, voilà, toutes ces dimensions que je vous présentais tout à l'heure à gérer. Je vais assez vite, j'ai essayé de vous mettre quelques questions, alors qui sont vraiment que des propositions, mais voilà, de se dire comment est-ce qu'on peut, justement aller regarder, cette dimension-là. Avec, pour moi dans un enjeu assez fort quand on est développeur éco, moi j'avais beaucoup travaillé avec mes élus, c'est de se dire, finalement derrière il y a une vie, il y a une famille et si on sent qu'il y a un risque, il faut pouvoir, alerter, le futur, dirigeant d'entreprise ou le créateur d'entreprise, du risque qu'il encourt parce que derrière ça peut être très pénalisant pour un homme, pour une femme, pour une famille et du coup nous on considérait qu'on avait un rôle d'alerte en fait et d'accompagnement aussi sur des projets qu'on sentait plus fragiles que d'autres. Donc de pouvoir, ne pas obérer, je dirais le lancement d'une activité parce que parfois il y a aussi, à encourager, mais tout en étant vigilant et en posant des questions qui permettent de faire un 360 pour quelqu'un finalement qui découvre un peu quand c'est un primo-créateur, je dirais un nouveau métier qui est celui de dirigeant d'entreprise. Voilà, j'espère que je suis claire et puis sinon vous pouvez, me poser des questions, sur lesquelles je reviendrai après. Ce que je vous propose, c'est peut-être de passer, au stade suivant, où là l'entreprise elle est créée, on a passé les premiers mois et on est dans une phase que j'appellerais démarrage premières années. Et là, le gros enjeu, ça va être, de développer la notoriété, la crédibilité, la lisibilité, et le référencement de l'entreprise. Quand moi j'ai démarré, en fait, on disait souvent: «Il faut 3 ans» et en réalité, suivant les situations, je m'aperçois qu'on est plutôt sur 5 voire 7 ans. Quand je parle avec d'autres dirigeants d'entreprise, certains me disent: «Bah, voilà, ça devient plus récurrent, plus facile au bout de 7 ans». Et donc là, l'enjeu, ça va être de faire attention à son portefeuille client. À la fois de pas être monoclient, ce qui a été beaucoup le cas, d'entreprises, je pense à la navale par exemple ou à l'aéronautique où moi j'avais pu accompagner des démarches justement quand il y a eu des difficultés des chantiers de l'Atlantique en fait, il y a eu des répercussions assez fortes, mais c'est le cas sur un certain nombre d'autres filières, on le verra tout à l'heure avec le témoignage de Vincent. Il y a, des filières qui se sont structurées autour d'une chaîne de sous-traitance et finalement, c'était un peu confortable d'attendre finalement les commandes de son client. Sauf que quand ce client, ce gros donneur d'ordre, il a des difficultés, et qui tousse, en fait, ça a des répercussions, très importantes. Donc de pouvoir diversifier le portefeuille, client, c'est vraiment important avec, souvent la règle des tiers. On se dit: «Il faut trois tiers en fait pour être, vraiment plus, à pouvoir, absorber». Et le risque inverse, c'est la dispersion. Ce dont je m'aperçois, c'est que sur des phases de démarrage d'activité, en fait, on voit plein d'opportunités et on peut vite se disperser et commencer quelque chose, investir, du coup une offre de service, un type de client
Et puis on fait quelques pas, puis on voit une autre opportunité qui arrive, du coup on travaille l'autre, et on va jamais au bout, ce qui fait que ça peut être très contre-productif. Alors ça, c'est plus dans des activités de, je dirais, de service, parce que sur de l'industrie ou sur de l'artisanat, il y a des équipements, des machines, ça permet moins ça. Mais sur du service, on peut être vite happé par cette dispersion qui peut être vraiment très impactante sur la pérennité de l'entreprise. La question aussi de l'estimation de la charge de travail et comment on fait du coup une poursuite de la prospection pour avoir des entrées-sorties régulières. L'enjeu d'accroître le portefeuille client, voire de fidéliser les clients avec l'enjeu justement de préciser son offre de service avec ce que j'appelle la technique de l'élagage, c'est-à-dire qu'un arbre pour grandir, on lui coupe fait des branches pour qu'il puisse grandir de manière solide. Et c'est un peu pareil finalement pour une entreprise, il y a un moment à avoir une stratégie de niche, de bon positionnement. Quand on veut faire trop de choses, finalement, on peut se perdre un peu, être justement peu lisible, peu crédible, alors que de pouvoir resserrer, d'identifier progressivement, grâce un peu au premier schéma que je vous ai montré, finalement là où on a le bon positionnement, ça va être une démarche importante à avoir en tête. Pour faire le lien avec la dimension financière, c'est aussi de pouvoir progressivement mettre suffisamment en trésorerie. Alors, les banquiers disent souvent qu'il faut 3 à 6 mois de chiffre d'affaires d'avance. Certains dirigeants l'oublient et peuvent du coup être assez fragiles quand il y a un impayé, quand il y a peut-être moins de charges de travail. Donc, de pouvoir mettre suffisamment d'argent en trésorerie pour pallier à des difficultés éventuelles, c'est important. Moi, j'ai pu voir des entreprises justement qui pouvaient vivre un peu au-dessus de leurs moyens, des entreprises qui se créaient, qui avaient mal identifié finalement l'effet ciseau, qui avaient projeté des recettes plus importantes que la réalité, parce que des fois, il faut pouvoir démarrer et ça demande parfois un peu plus de temps, qui avaient un peu diminué les charges, qui du coup, le dirigeant avait prévu de se payer de manière plutôt confortable et du coup avait investi de manière peut-être un peu trop forte. Ce qui fait qu'il y a eu un effet ciseau à un moment où l'entreprise, pouvait plus, assumer, complètement ses dettes et puis les projections de recettes n'arrivaient pas suffisamment et j'ai vu des entreprises comme ça qui pouvaient, assez rapidement, malgré un intérêt du marché à l'offre, péricliter en fait. J'ai vu aussi des entreprises, pareil hyper intéressantes mais qui avaient pas du tout d'argent d'avance, qui avaient pas de découvert et un impayé, 2 impayés et et puis ça périclitait, en fait. Donc moi, c'est des choses qui m'ont vraiment interrogée là quand j'étais, aussi développeur économique. L'autre enjeu sur la partie financière, c'est de pas justement intégrer, l'enjeu de piloter l'entreprise, notamment sur un plan financier, de rester sur l'aspect technique, et là j'ai en tête un exemple, d'une entreprise que j'ai accompagnée là, il y a 2 ans, où le dirigeant n'avait pas du tout, donc était passionné par son métier, avait développé beaucoup de choses, autour de ça. Elle avait une bonne relation clientèle, mais du coup ne pilotait pas l'entreprise. Elle avait tout délégué finalement à son expert comptable et du coup, elle connaissait pas son prix de revient, et donc elle était multi-cible, multi-produit et du coup, elle s'en sortait pas forcément, complètement et quand on a revu, finalement sur certaines cibles produits, ce que ça pouvait générer avec un petit calcul de gestion rapide, finalement, il y avait une perte d'argent chaque fois qu'elle vendait, ce produit à cette cible, elle perdait de l'argent, en fait. Donc du coup, c'est hyper important d'avoir ce pilotage financier, alors on est plutôt sur des petites entreprises, hein, qui sont, peut-être plus récentes, mais de pouvoir l'intégrer et se dire: «En tant que dirigeant, je dois aussi, piloter, ces éléments-là», c'est vraiment important. Et l'enjeu, ça va être de structurer aussi. C'est-à-dire que dans la phase de création, on teste un peu notre offre, on fait du sur-mesure, mais dès qu'on passe dans cette phase de démarrage premières années, il y a un enjeu à industrialiser les process, à pouvoir avoir des documents types qui peuvent être réutilisés et je vois encore dans des entreprises là que j'accompagne en ce moment, que cette phase, elle a pas forcément été toujours consolidée. Ce qui fait que les équipes perdent énormément de temps, c'est ce que j'appelle les coûts cachés, à, de refaire des tableaux de calcul, à refaire des documents types. Du coup, ils passent du temps, sur des pages de garde ou sur des fautes de frappe, là où c'est pas du tout là où ils ont de la valeur, en fait. Et ce qui fait qu'il y a un impact sur la performance de l'entreprise qui est forte, sur les process aussi. Donc quand l'entreprise grossit, et quand on a je dirais des rapprochements d'entreprises, on repasse un peu par les mêmes étapes. C'est comment finalement on arrive à avoir une efficacité dans l'organisation, c'est mon troisième pilier, qui permette de gagner du temps pour, du coup accélérer la croissance. Donc toute cette dimension de structuration, elle est vraiment importante et aussi dans la partie, recrutement. C'est-à-dire que si l'entreprise, grandit,
bah, finalement, elle va potentiellement soit développer des partenariats externes, soit elle va recruter. Et parfois, le dirigeant, en fait, il a besoin de créer des intermédiaires entre lui et les équipes. Et cet enjeu-là, il est vraiment important pour que les recrutements s'opèrent dans la culture de l'entreprise. Et j'ai en tête un dirigeant qui s'était fait une représentation du N-1 qu'il fallait. Et en fait, quand la personne est arrivée, c'était un réel décalage en fait, avec la culture de l'entreprise. Ce qui fait que ça s'est pas forcément très bien passé, la personne est partie, mais le dirigeant, lui, il a perdu du temps, de l'énergie à recruter quelqu'un qui n'était pas la bonne personne. Ses équipes, elles étaient vraiment interrogatives aussi par rapport à ça. Et du coup, bah, il y a eu une perte de temps et d'argent dans la structuration. Donc de faire attention à finalement quelles sont les compétences dont j'ai besoin, quelle est la posture, quel est l'état d'esprit, quelles sont mes valeurs, ça c'était mon premier pilier. Où est-ce que je vais et comment du coup les gens que je vais recruter vont pouvoir accompagner ce développement. Sur la sécurité, je vais pas forcément y revenir, je pense que vous êtes bien au fait sur ça. Donc de pouvoir là aussi venir en appui du dirigeant et regarder de manière assez humble finalement où il en est, ça va être un élément important pour, je dirais, attirer son attention sur des éléments qu'il n'a pas forcément vus. Donc moi, la posture que j'invite à avoir, c'est plutôt de poser des questions très ouvertes qui permettent d'aller voir là où vous avez un petit doute, de voir s'il y a pensé ou pas et de pouvoir un peu attirer son attention sur des éléments qui sont importants à avoir en tête. Et puis il y a donc là, les premières années passent et on est plutôt dans ce que j'appelle la vitesse de croisière et c'est la dernière slide que je vais vous présenter. Là, c'est ce que j'appelle un peu la période de maturité et il y a des enjeux là aussi, qu'il faut avoir parce qu'il y a toujours cette évolution permanente de l'entreprise et finalement, on peut un peu s'asseoir sur nos lauriers à ce moment-là et on peut développer une routine, donc on oublie d'être dans l'amélioration continue. On dit: «Bah, voilà, on a toujours bien fonctionné comme ça, donc on continue». Bah, oui, mais non, parce qu'il peut peut-être y avoir des nouveaux entrants, des concurrents. Il peut y avoir des évolutions de marché aussi assez fortes. Et donc de pouvoir se dire, bah, comment est-ce que je fais évoluer mon organisation? Comment est-ce que je fais évoluer mes process? Comment est-ce que je peux écouter mes collaborateurs qui peuvent me remonter des problématiques terrain et que je puisse être dans une démarche d'amélioration continue? Ça permet d'être, vraiment dans un cercle assez vertueux pour l'entreprise, mais tout le monde n'a pas forcément cette démarche-là. C'est là, il peut y avoir parfois un fossé qui se creuse entre des collaborateurs qui ont rejoint l'entreprise au démarrage, qui s'y retrouvent peut-être moins, qui peuvent quitter, mais ça peut être, même des risques assez forts sur des personnes clés de l'entreprise, dont on n'a pas sécurisé finalement le périmètre. Quelqu'un qui sait faire que ça, enfin qui sait faire quelque chose et c'est le seul à le savoir le faire dans l'entreprise. S'il quitte, ben, il y a une mémoire qui s'enlève et puis des compétences donc d'inviter le dirigeant à regarder un petit peu s'il y a des personnes importantes dans l'entreprise qui sont vraiment des gros piliers et de se dire comment est-ce que, c'est sécurisé si la personne tombe malade ou si elle part demain. Ça va être, des éléments, qui sont importants. Avec, surtout ce risque de turnover, là où on n'a pas calé les process ou la transmission avec, des entreprises qui peuvent évoluer dans le temps et où finalement la culture d'entreprise évolue, les gens s'y retrouvent moins, ceux de départ, notamment sur des petites entreprises où il y avait une proximité assez forte avec le dirigeant et puis, ben, l'entreprise grossit, il y a moins cette proximité avec le dirigeant, on se retrouve moins peut-être dans les choix. Donc on part et du coup, il y a cet enjeu de bien sécuriser tout ça. Ce que je peux voir aussi parfois sur certains accompagnements, c'est que du coup, bah, ça roule, mais du coup, il y a cette forme de routine et du coup, les gens s'isolent. C'est-à-dire qu'ils sortent moins, ils vont moins dans les réseaux d'entreprise. Ils font pas forcément de veille sur les nouveautés, les innovations, les changements techniques et en fait, c'est comme si finalement ils étaient moins, heu, à faire évoluer leur offre en fait et je le vois dans certains accompagnements. Il y a, un enjeu de diversification, parce que du coup les marchés historiques commencent un peu à diminuer et en fait, il y a pas forcément d'idées qui jaillissent parce qu'il y a pas eu cette sortie à l'extérieur de l'entreprise pour justement se confronter un peu, à ce qui se passe à l'extérieur. Et l'autre élément important, ça va être vraiment la question de, si j'investis, si je me développe, si je diversifie, est-ce que je peux l'absorber? Est-ce que je dispose des ressources suffisantes pour soutenir ma croissance? Est-ce que j'ai identifié l'opportunité, la faisabilité, le retour sur investissement? Et je m'aperçois que des fois, les dirigeants, ils sont un peu confiants. Alors ils y vont, ils investissent, et puis ils n'ont pas forcément, mesuré ce
que ça voulait dire et ça peut vite avoir un effet ciseau. Et j'ai en tête plusieurs exemples dans différents secteurs d'activité. Là, je pense à une entreprise dans le service aux particuliers où ça se passait très bien. Du coup, ils décident d'investir sur un nouvel établissement pour mailler le territoire. Et en fait, dans le même temps, cet investissement, il se passe pas très bien parce qu'en fait, les personnes qui étaient en place s'y retrouvent pas, donc sont en arrêt maladie, ce qui fait qu'il y a plus personne pour gérer l'agence. Et du coup, bah, pendant ce temps-là, il y a quand même les investissements, donc un enjeu très, très fort qui se passe pas du tout comme prévu. Et dans le même temps, il y a un concurrent qui s'implante, donc du coup, une diminution de la zone de chalandise et un retournement de marché. Et en fait, en l'espace de 6 mois, la trésorerie a fondu et l'entreprise, elle est en difficulté extrêmement forte. Et donc, le dirigeant, où c'était très florissant, n'avait pas forcément anticipé tous ces éléments-là. Et du coup, donc il a réussi à sauver l'entreprise, mais en vendant une partie de l'activité pour renflouer et du coup restructurer. Mais ça aurait pu se terminer vraiment différemment. Et voilà, c'est une croissance pas mesurée. Ou alors beaucoup d'innovation, parce que ça nous plaît d'innover, mais on n'a pas forcément mesuré si ça répondait aux attentes clients, ce qui fait qu'on sort un produit qui est trop élevé par rapport à ce que les clients peuvent vendre et par rapport à notre concurrence. Et là aussi, bah, du coup, une trésorerie qui fond, on n'a pas forcément les retours sur investissement et du coup, des situations assez fragiles d'entreprise. Voilà, j'ai essayé de vous faire Ludivine, un petit peu. oui, Mm. je Oui, vais, je vais on me a une, permettre de t'interrompre parce que je vois le temps qui file et il et va on a falloir une qu'on question. enchaîne. Ok. Super, On a une vas-y. petite, on a une question de Juliette Cocagne qui nous demande est-ce que tu peux donner des exemples de questions ouvertes à poser aux dirigeants d'une entreprise qui nous semble en difficulté? Alors, j'ai essayé de le mettre justement sur la droite, là, les questions vigilance. Vous avez du coup, alors sur la partie création, ça va être différent de la partie. Pour Juliette, je pense que ça relève plutôt des deux phases suivantes, des Je phases plutôt. pense. Juliette, si tu veux préciser. Tu veux faire, tu veux préciser, Juliette, ou par écrit, éventuellement? Oui, ouais, c'est ça. Elle est plutôt sur les phases maturité et les Mm. premières années aussi. Bah, c'est vraiment de voir pour moi de manière assez ouverte. Alors, une entreprise, elle est toujours différente d'une autre. Donc, c'est au cours de l'échange d'avoir des questions assez ouvertes. Quand on voit par exemple que le dirigeant, bah, il a prévu des gros investissements. Bah, de se dire comment est-ce que vous avez prévu, je dirais, le retour sur investissement? Est-ce que vous avez pu étudier l'opportunité, la faisabilité, le retour sur investissement? Comment est-ce que vous avez calé, calé les choses? Ou est-ce que vous avez identifié des relais, des aides? Donc des questions plutôt assez ouvertes qui peuvent, je dirais, arriver au fur et à mesure de la discussion. Il me faudra un exemple précis en fait pour rebondir parce que là c'est large, mais voilà. J'ai essayé de vous formaliser quelques questions sur la droite mais qui sont à vous approprier pour que ce soit naturel en fait dans la conversation. Merci, merci beaucoup, Ludivine. Et effectivement, en complément de tous les exemples très concrets, les situations que tu as pu nous donner, nous apporter, nous accueillons Vincent Bernier, que tu veux peut-être nous présenter, Ludivine, parce qu'il est à tes côtés. C'est ça. Bonjour. Donc Vincent, toi tu diriges l'entreprise GBM à Pontchâteau. Oui, C'est une entreprise qui a été fondée par ton père en 1988. c'est ça. C'est une entreprise aujourd'hui de 20 personnes qui est spécialisée dans la mécanique de précision. Donc on est dans le domaine industriel. Oui. Donc tu fais du tournage, du fraisage à commande numérique en Mm. petite et moyenne série. Alors Vincent, il a été labellisé ISO 9001 en 2015. C'est la première entreprise de cette taille à être Ouais. labellisée. La version 2015, ouais. Ouais. Et puis aujourd'hui, l'entreprise se porte bien, elle investit, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et justement, en 2008, toi, tu étais tout jeune, en fait, ton père était encore présent dans l'entreprise. Je suis encore jeune. Tu es encore jeune. Et du coup, tu vas nous parler un petit peu de ce qui s'est passé à ce moment-là. Oui. Alors, alors moi, j'ai rejoint mon père au service de GBM en 2004. Et en 2008-2009, on a subi de plein fouet la crise des surprimes dont j'ai entendu, on en a parlé déjà au début de la conférence. La société GBM, elle avait quand même une faiblesse, c'est qu'elle était quasi mono-client.
À 80%, elle travaillait pour un sous-traitant en rang 1 d'un fabricant de matériel de levage, que je ne vais pas nommer, mais qui est dans la région. Et quand eux, ils ont fermé les écoutilles, le rang 1 a fermé les écoutilles et GBM s'est retrouvé avec un carnet de commandes complètement effondré, à hauteur de même pas 15% de charge. Et s'en est suivi les drames d'une entreprise en défaillance, c'est-à-dire une cessation de paiement en mars 2009 et un redressement judiciaire acté en mai 2009, avec un plan, enfin un plan, même pas un plan, mais je ne vais pas rentrer dans toutes les procédures, mais une période d'observation qui, elle, après, a donné lieu à un plan de continuation et un apurement de la dette sur 10 ans. Alors, comment tu as vu le signal, justement? Est-ce que tu as vu quelque chose qui était un peu qu'elle arrivait ou est-ce que ça a été brutal? Non, nous, ça a été brutal. En fait, en 2007, donc l'année avant les premières difficultés, où nous, on a eu des signaux dès septembre 2008, en 2007, on nous parlait même d'agrandir. La bourse allait bien, les investissements allaient bien, et c'était un petit peu la fameuse bulle boursière qu'il y a eu, qui n'était pas encore détectée, où on s'est rendu compte après que tout l'argent en bourse n'existait pas, en fait, c'était juste des chiffres informatiques. Et le crash boursier a rendu tout ça, mais on était plus sur une politique de développement. C'est d'ailleurs ce qui nous a fait le plus mal, c'est que quand on s'est retrouvé avec les difficultés, on avait un plan d'investissement énorme sur le dos. Je rejoins un petit peu ce que tu as dit avant, c'est-à-dire qu'en fait, mon père, qui lui était un peu issu des générations d'avant, il investissait parce qu'il avait des commandes, mais il ne se posait pas la question de demain, s'il se passe quelque chose, comment je vais payer. Et on s'est retrouvé avec une dette impossible à rembourser avec un niveau de carnet comme ça. Pas de trésorerie parce qu'on était en plein investissement et mon père avait cette tendance de vivre à l'escompte, c'est-à-dire qu'il dépensait l'argent qu'il n'avait pas vraiment encore, mais qu'il avait sur facture. Et on a touché la banqueroute, nous, à une vitesse, on a mis 4 mois à couler. Ça a été très vite, quoi. Ouais, ça a été très très vite. Ouais. On a eu des difficultés en septembre. En janvier, on a demandé de l'aide qu'on n'a pas eu. D'ailleurs, au passage, auprès des banques. Et en mars, on a déclaré une cessation de paiement. Alors, comment ça se passe pour toi? T'arrives à en parler à des gens? Comment tu... Parce que ça doit être... effectivement, ça arrive, c'est brutal. Moi, j'étais jeune parce que j'avais 27 ans, si je dis pas de bêtises. En 2008, moi, j'avais 27 ans. Et je savais pas trop. Moi, je pense que j'ai pas mesuré sur le coup ce qui se passait. C'était encore mon père le dirigeant à ce moment-là. Moi, j'étais le numéro 2. Hein. Et on était en train d'évoquer la passation de l'entreprise horizon 2009-2010. Et il s'est passé ça. Des signaux, on n'en a pas eu. Comment moi j'ai vu ça? J'ai été super déçu parce que du haut de mon âge, mon père était mon héros, comme beaucoup de pères à beaucoup d'enfants, et voir l'entreprise familiale, parce que c'est l'entreprise familiale, péricliter, voire même possiblement fermer, c'était un choc pour moi émotionnel. Ouais. Après, lui et moi, on s'est mis d'accord sur le fait que j'assurais tout de même la continuation, et on a du coup choisi de continuer. Moyennant, hélas, le statut d'une entreprise en redressement judiciaire, ce qui n'est pas confort. Est-ce que vous décidez, du coup, parce qu'il te pose la question de dire est-ce que tu veux reprendre ou pas? Est-ce qu'on se bat pour ce... Oui, oui, parce que mon père, lui, quand moi j'en avais 27-28 ans, lui il avait 58, donc lui il était plus proche de sa retraite, puisqu'en plus il était en carrière longue, donc lui il pouvait partir en retraite dès lors. Donc il y avait deux choix, soit on vendait l'entreprise. Alors le fonds de commerce, il n'y avait rien à vendre, hélas, puisqu'il n'y avait plus de travail, mais mon père était propriétaire quand même du bâtiment dans son intégralité et d'une partie des moyens de fabrication. Et la vente de tout ce qu'on a épongeait la dette, qui était d'1,2 million quand même, épongeait la dette qu'on venait de contracter à l'idée de la cessation de paiement. Donc moi, j'avais un vrai choix de me dire, soit je continue et j'essaye, soit je m'en vais, mon père s'en va avec rien, mais moi, je vais chercher un autre travail ailleurs. Et moi, j'ai choisi de continuer. Alors, comment tu as réussi à rebondir? Alors, moi, je me plais à dire que en fait, c'est cet épisode de ma vie qui m'a appris à travailler. Alors, ça paraît péjoratif, hein, ou du moins vulgaire dit comme ça, mais c'est quand on n'a pas d'argent qu'on apprend à le gérer et à en avoir. En fait, moi, ça m'a fait revoir tout chez GBM. La façon de travailler, les marchés, la façon d'organiser, l'implication des collaborateurs, parce que une équipe de salariés, elle est encore plus soudée quand elle a vécu ces moments-là avec vous, en fait. Moi, j'ai un noyau dur chez moi, dont je t'ai parlé un petit peu, parce que tu es déjà venu à l'entreprise, qui m'est fidèle, dévoué corps et âme, mais c'est parce qu'on a tous surmonté
la difficulté ensemble. Mm. Après, moi, je pense que ce qui a changé GBM, c'est ce moment et c'est cette question que moi, je me suis posée à la sortie de la période d'observation, donc ça devait être milieu de 2010, où je me suis dit, mais en fait, nous, on n'a pas compris comment ça marche, le business. C'est-à-dire qu'on se dit, euh, on a tendance à se dire quand on est dirigeant, puis quand on n'a pas eu de problème, on se dit, moi, j'ai envie de faire ça. Mais en fait, non. Il faut faire ce que le client il a envie. Et ça, c'est une démarche intellectuelle et un petit peu une philosophie qu'il faut s'approprier rapidement parce que les gens qui veulent faire que ce qu'ils veulent, en général, à un moment donné, ils ont un problème. Mm. Ils vont soit pas vendre, soit ils vont être, tu l'as dit d'ailleurs un petit peu tout à l'heure, ils vont innover ou ils vont créer quelque chose qui ne correspond pas en fait à un réel besoin. Et du coup, ils vont gaspiller leur argent et leur temps. Et c'est vraiment cette approche de se dire, on va arrêter de vouloir faire ce qu'on veut et d'acheter les machines qu'on veut, on va acheter ce qui nous permet de faire une offre à un besoin client qui, à ce jour, en fait, auquel il n'y a pas de réponse. Mm. Et c'est vraiment comme ça que GBM a rebondi. Parce que nous, suite à toutes les difficultés qu'on a eues, on est passé à 9 salariés. Oui, donc c'était un moment difficile de devoir Ah te bah, on était composer. 24, hein, donc on est passé à 9. On est passé de 3,6 millions de chiffre d'affaires à 800 000 euros. Donc ça a vraiment été la dégringolade. Et on a présenté un plan de continuation qui était plus que bancal, puisqu'on s'était donné des projections sur lesquelles on n'avait pas de certitude. Mais bon, pour continuer, il faut bien quand même promettre des choses. Je suis content, moi, de dire que 15 ans après, GBM, c'est 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 22 collaborateurs, Mm. et c'est une société qui gagne de l'argent et qui n'a plus la moindre dette. Mm. Alors, avec le recul d'aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à ton toi de l'époque? Ah, faut s'accrocher, hein, c'est ce que je dis souvent, ne rien lâcher. C'est un combat. Mais moi, je reste persuadé, encore une fois, que c'est un combat qui est sain pour vous réinventer. C'est le moment de changer les choses, puisque de toute façon, c'est pas la théorie du perdu pour perdu, mais c'est vraiment de se dire, à l'instant, la société, vu où elle en est, ou vu où elle est rendue, elle marche plus. Elle est plus pérenne, ou elle est en dehors du marché, ou elle est sur un marché qui porte plus. Et c'est vraiment le moment de se réinventer. C'est vraiment le moment de se dire, on change. Alors, on ne changera pas de métier, évidemment, parce qu'on peut pas. Mais il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à changer. Nous, on a changé cette orientation, on a arrêté la grande série pour aller vers la petite et moyenne. Parce qu'il y avait moins de gens, parce que les gens ne voulaient pas s'embêter avec les lots techniques. Et nous, on a pris cet embrayage-là. Et tu t'es aperçu que finalement le marché mutait énormément, qu'il y a des choses Oui, qui étaient, qui partaient oui. dans les pays, Bah oui, voilà. autres que la France, en fait, C'est qui ça. avaient besoin vous seriez morts si vous aviez continué, sur C'est ça. les grandes séries? C'est ça. Et on s'est rendu compte aussi que les clients, le client d'ailleurs, parce qu'il y en avait quasiment qu'un à l'époque qu'on avait, lui, en fait, il nous donnait du travail, mais il était un des seuls à encore acheter du grand volume en France et en fait se diversifier avec une organisation telle qu'on avait. C'était pas possible. Mmh mh. On avait limite, on avait de la chance du peu qu'on avait encore à faire. Mmh. C'est dur de se dire ça, mais voilà, je pense il y a des mutations qu'il faut prendre et il faut accepter. Et ça, à mes yeux, c'est une réalité que moi j'ai pu constater au fil des années. Qu'en fait, la France, c'est plus un pays industriel, c'est un pays de service. Et vous pouvez faire de l'industrie, mais vous devenez une industrie de service. Et ça, faut l'accepter aussi. C'est ce qui nous a orienté, nous, vers les lots plus petits, Mmh. en se disant, nous, demain, on va répondre plutôt aux besoins du client, plutôt que de se dire, moi, j'ai envie de faire des pièces de chariot élévateur, et c'est comme ça, et je fais que ça. Mmh. Alors du coup, on est, avec un public de développeurs, économiques qui sont vraiment, en proximité des chefs d'entreprise. Mmh. Quelles attentes tu aurais eues sur, auprès de l'écosystème, de ton environnement, institutionnel ou autre, hein, à l'époque pour t'aider? Comment tu aurais pu toi t'appuyer sur cet écosystème, quelles attentes tu aurais eues? Alors, c'est vrai que moi, j'ai fait tout seul, puisque mon père, lors de la passation, il m'a signifié que comme il allait en retraite, il allait m'aider, mais il n'allait pas s'impliquer comme il s'impliquait avant, que l'usine, maintenant, elle était à moi. Donc, avec mon équipe, on a travaillé tous ensemble. On n'a pas eu d'aide financière quelconque de la région. On a fait plein de demandes d'abandon de créances ou d'aide, que ça soit la région, la Comcom, enfin tout le monde nous a signifié gentiment que non et qu'on devait l'argent alors qu'on n'en avait plus, mais bon, passons. Moi, j'aurais aimé, c'est vrai, être entouré ou être conseillé parce que je pense que la plus grande difficulté dans ces moments-là, c'est qu'on se sent seul. Mmh. Surtout des sociétés de la taille de la mienne, et je pense qu'il y en a d'autres.
on est tout seul, on n'a pas forcément d'associé. Même si on a un numéro 2, c'est pas l'argent du numéro 2, la société, c'est quand même la vôtre. J'aurais aimé, oui, j'aurais aimé qu'on m'aide. J'aurais aimé qu'on soit plus au courant des aides qu'on a. Et j'aurais même aimé que quelqu'un prenne le temps de téléphoner parce que je pense quand même que les instances publiques, elles ont, euh, elles ont la liste forcément des entreprises défaillantes. Alors je pense qu'il y en a beaucoup, mais je pense pas qu'il y en a non plus un nombre incalculable. Et c'est vrai qu'on est complètement coupé de tout ça. Je sais que Dynamique a lancé le programme Rebond, mais je crois que c'est arrivé plus tard, ça, sûrement pour répondre justement aux difficultés que moi j'ai pu avoir à l'époque, mais je crois qu'il n'existait pas. Et je ne sais pas ce qu'il vaut, hein, je ne l'ai pas essayé. Mais on aurait besoin d'aide parce qu'en fait, quand on est dans l'embarras comme ça, on est tout seul et on se dit qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai eu les bonnes idées. Est-ce que j'ai eu de la chance? Je ne sais pas. Mais j'aurais pu aussi me tromper. Et ça aurait pu aller nulle part. Donc, tu aurais apprécié un appel, quelqu'un qui vient se poser avec toi de Ouais. manière neutre, qui Ouais. t'écoute sans te donner de leçons, en fait, parce que et qui te guide un petit peu sur les démarches que tu peux effectuer, les aides auxquelles tu peux prétendre, C'est ça. pour que tu sois moins seul, en fait. C'est C'est ça. ça, parce que l'œil extérieur est quand même important dans la vie d'une entreprise. Même si moi, j'ai pas trop eu recours à ça, je sais que quand on me demande mon avis, du moins à mon échelle et dans la zone industrielle dans laquelle je suis, j'ai des avis très différents quand même d'un autre. Je dis pas que j'ai toujours raison, mais on a tous notre vision, je pense. Alors, je pense que le temps imparti est Merci. écoulé. Je ne sais Oui. pas s'il y a des Ah questions. ouais. Effectivement. Merci Effectivement, on a une beaucoup, Vincent question. Bernier. Oui. On a une question de Bruno Layet qui nous demande effectivement si vous avez été accompagné, conseillé avant de déposer votre déclaration de cession de paiement au tribunal de commerce pour essayer d'anticiper au mieux votre futur redressement judiciaire. Non, alors en fait, nous, quand on a eu les difficultés, on l'a signifié à notre expert comptable. Ça, je pense que c'est un peu la démarche classique. On nous a conseillé un mandataire judiciaire, pas un administrateur, un mandataire, hein. Parce qu'on n'a pas eu d'administrateur, un mandataire judiciaire qui, lui, s'est occupé de la procédure qui allait en cours. Donc, on a établi un prévisionnel avec lui et avec l'expert comptable. Alors, le prévisionnel, ça reste quand même des chiffres qu'on se doit et qu'on s'engage à atteindre, mais c'est pas ça qui va vous donner les clés de comment vous allez y aller. Moi, les choix que j'ai faits au niveau de l'orientation commerciale de l'usine et de la façon de travailler, je les ai faits tout seul. On a une autre question de Emmanuel Danette sur du coup la Vendée qui demande l'attitude effectivement de l'expert comptable pendant cette période de difficulté. Quelle était son attitude? Est-ce qu'il vous a aidé, accompagné, soutenu? Il nous a aidé parce que alors, nous, on a, comme beaucoup d'entreprises, je pense, on a le même expert comptable depuis toujours. Donc, c'est vrai que ça faisait 20 ans qu'on avait ce cabinet-là. Il nous a accompagnés, il nous a aidés. Après, faut pas trop se faire peur parce que c'est les gens qui vous font peur forcément avec les chiffres parce qu'ils sont là pour vous donner les chiffres et les chiffres, dans des moments comme ça, ils font pas plaisir. Moi, je pense qu'il faut croire en soi surtout. C'est très important. Le mandataire, lui, il va se devoir de vous expliquer que les stats d'entreprises qui réussissent leur redressement, ils sont très bas, pour pas dire très, 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 très faibles. Il faut faire abstraction de ça et il faut avancer. Moi, si j'avais un conseil à donner, c'est vous pouvez constater les chiffres et les regarder, mais c'est votre envie à vous, c'est votre mental qui sera dans la balance, c'est pas les chiffres de votre bilan. Merci beaucoup pour ces dernières paroles Merci à vous. très réconfortantes. Bravo et bravo pour le rebondissement. Merci. Et ces dernières questions vont faire le lien avec l'intervention de François Mercier, qui est administrateur judiciaire à Angers. Vous allez nous parler de votre rôle en tant qu'administrateur judiciaire, du rôle du tribunal et du tribunal de commerce et des outils à disposition. Je vous laisse la parole, François. Merci, merci Sylvie. Donc bonjour à tous. Je vais articuler mon intervention en 3 points. Il y a 3 slides. Le premier point, c'est un contexte. On reviendra sur les signaux faibles. Ça va faire vraiment le lien avec les interventions qui viennent d'être faites. Le deuxième point, c'est une présentation des outils, on va dire, confidentiels de restructuration d'endettement. Et le troisième point, c'est la présentation des outils collectifs et publics de restructuration.
Donc, concernant le premier point, tout à l'heure, une question qui était posée de savoir comment est-ce qu'on détecte éventuellement les difficultés. Alors, on peut avoir une vision assez conceptuelle des difficultés quand on a très clairement les mains dans le cambouis au quotidien. Ce que je vais vous dire, on le retrouve dans 90% des 67 000 procédures que vous avez évoquées sur 2024. Lorsqu'une entreprise a des difficultés de trésorerie, d'abord, elle va tirer son encours fournisseur au maximum, à un point où, à un moment donné, les fournisseurs disent à l'entreprise, écoute, j'ai un encours, désormais, c'est paiement au cul du camion, et puis il faut diminuer l'encours. Donc là, les faits de difficultés de trésorerie vont s'accentuer. Quand on a tiré au maximum l'encours fournisseur, on va commencer à faire un peu de passif fiscal et social. On va commencer à avoir du retard sur l'URSSAF, sur la TVA. Et pendant ce temps-là, les banques, les prêteurs, eux, sont toujours payés parce que dans la conception, et c'est normal, hein, dans la conception de tout chef d'entreprise, il faut absolument payer les banques. Et quand on a tiré sur les fournisseurs, quand on a tiré un peu sur le passif fiscal et social, à un moment donné, le partenaire bancaire voit bien qu'il y a des retards, voit bien qu'il y a des rejets. Et la troisième étape, c'est que le partenaire bancaire commence à restreindre son accompagnement d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut être très brutal, très clair, mais ça peut être un peu insidieux. Il y a une autorisation de découvert qui a duré indéterminée. Tout d'un coup, autour d'une réunion avec le conseiller va expliquer que finalement, le concours bancaire sera plus durée indéterminée, mais à durée déterminée, et puis on va revoir un petit peu l'enveloppe à la baisse. Enfin, voilà. Et tout ça, en fait, ça accentue un peu les difficultés de trésorerie. Donc, lorsque finalement, on va m'adresser aux développeurs, lorsque vous êtes vraiment face à un chef d'entreprise et vous pressentez des difficultés, d'un point de vue très technique, les questions, c'est où en est votre encours fournisseur? Est-ce qu'il y a un passif fiscal et social? Et quelle est la relation bancaire? Et avec ça, vous détectez assez vite si ça commence à être très tendu. Et si vous êtes même au sein de l'entreprise, alors ça, je ne l'ai pas indiqué dans le slide, mais si vous êtes dans l'entreprise, et si vous avez 2 minutes pour discuter avec l'assistant ou l'assistant comptable et de savoir comment est-ce il ou elle vit au quotidien la relation fournisseur, c'est très intéressant parce que là aussi, il y a, d'un point de vue très humain et très psychologique, il y a un point assez habituel, c'est le dirigeant ou le comptable dans l'entreprise qui, tous les matins ou tous les soirs, va vérifier ce qui est tombé sur le compte bancaire pour demain choisir qui elle va pouvoir payer. Voilà. Et là, on est vraiment dans la vision en termes de trésorerie, de difficulté de trésorerie. Donc, quand on fait ce constat-là, le risque, c'est d'avoir une cessation définitive des paiements. Et la cessation définitive des paiements, c'est la liquidation judiciaire. Donc, pour éviter cette fermeture, en France, il existe une sorte de boîte à outils. Moi, j'appelle ça plutôt des outils que des procédures. C'est plutôt des outils qui sont à la main du chef d'entreprise, des outils qui permettent d'intervenir de manière confidentielle et non collective, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas concerné par la restructuration. Et vous avez des outils qui sont publics et qui sont collectifs, parce que ça concerne tout le monde. Et ça, ce sont les procédures dites collectives, sauvegarde et redressement. Et en fait, c'est comme dans tout métier, chaque outil correspond à une situation. Il faut bien, il faut bien analyser la situation de l'entreprise pour savoir quel outil adapter, quel outil appliquer, pardon. Est-ce qu'il faut utiliser un mandat de conciliation ou est-ce qu'il faut utiliser une sauvegarde d'un redressement? Alors, de manière parfois un peu inappropriée, certains vont dire qu'il faut évidemment toujours commencer par un mandat de conciliation, quoi qu'il arrive, il faut commencer, il faut essayer. Eh bien non, moi je dis non. Si vous avez une situation qui est très dégradée, allez sur une procédure confidentielle, ça va retarder en fait l'échéance et le risque, c'est de ne pas avoir le temps de passer par cette phase de redressement ou de sauvegarde et d'aller directement en liquidation judiciaire. Donc là-bas, c'est quand même d'avoir une bonne analyse de la situation à l'instant T de la société pour appliquer le bon outil
à cette difficulté. Et évidemment, plus on est en amont des difficultés et plus on pourra s'orienter vers une procédure confidentielle. Donc là, je vais vous présenter très rapidement, vraiment en synthèse, hein, dans la deuxième slide, ce que j'appelle les outils confidentiels et non collectifs de restructuration, c'est-à-dire le mandat ad hoc et la conciliation. Alors, ce sont des procédures qui sont sous l'égide du président du tribunal et ce sont des procédures confidentielles que l'on demande auprès du président du tribunal. Alors, confidentielles parce qu'il n'y a aucune mention nulle part. Il n'y a pas de mention sur le CABIS, il n'y a pas de mention, il n'y a pas d'information à la Banque de France. Euh, c'est vraiment strictement confidentiel. Même le rendez-vous, et c'est un rendez-vous, hein, ce n'est pas une convocation, il y a bien un rendez-vous avec le président du tribunal pour que le chef d'entreprise explique ses difficultés, et même ce rendez-vous est confidentiel. Voilà. Euh, Cette procédure, ces deux procédures, mandat et conciliation, euh, qui, euh, euh, qui peuvent mise en œuvre, imposent quand même à l'entreprise de ne pas être trop en difficulté. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être en état de cessation des paiements, ou alors son état de cessation des paiements doit être de moins de 45 jours en la conciliation. Juste pour mémoire, l'état de cessation des paiements, c'est la balance entre, d'une part, l'actif disponible. Alors, l'actif disponible, c'est la trésorerie disponible dans l'entreprise. Ce n'est pas l'immeuble dont je suis propriétaire, ce ne sont pas les stocks dont je suis propriétaire. Tout ça, ce n'est pas disponible immédiatement. C'est vraiment la trésorerie, la réserve de trésorerie disponible. Et en face, on compare ça au passif exigible, donc ce qui est vraiment dû par l'entreprise. Et si le passif est supérieur à l'actif, il y a un état de cessation des paiements. Donc, s'il y a un état de cessation des paiements de moins de 45 jours ou pas d'état de cessation des paiements, l'entreprise qui a besoin de retrouver un souffle en trésor peut demander l'ouverture, un mandat ad hoc ou une conciliation. Cette procédure, qui va être une procédure amiable et confidentielle, va être menée par un professionnel de la restructuration, c'est souvent un administrateur judiciaire, et qui va, lui, déterminer les conditions de mise en œuvre de cette procédure. Comment ça se passe concrètement, hein. Le professionnel de restructuration va mettre en place un cadre de négociation avec les créanciers, les partenaires, et c'est en ça que ce n'est pas collectif, c'est-à-dire qu'on va choisir, on va déterminer les créanciers qu'on va appeler autour de la table. Bien souvent, ça va être des banques, ça peut être des crédits bailleurs, mobilier, ça peut être des partenaires financiers autres. La région est présente et la région est aussi souvent autour de la table. Euh, Ça peut être aussi l'État, l'URSSAF, l'administration fiscale en cas de retard TVA, etc. Donc on choisit et évidemment l'objectif c'est de préserver ce que j'appelle l'environnement économique stratégique, c'est-à-dire les fournisseurs et les clients. L'objectif de ces procédures c'est qu'elles sont inconnues aux fournisseurs et aux clients. Euh, donc, cette, euh, ce mandat et cette conciliation permettent de négocier avec les créanciers et permettent, en fonction d'une analyse de situation, évidemment, il va y avoir une analyse financière avec l'expert comptable, le dirigeant et le mandataire ad hoc ou le conciliateur. Et à l'issue des négociations, l'objectif, c'est de trouver un accord de restructuration de l'endettement qui va permettre à la société de retrouver des marges de manœuvre en termes de trésorerie. Donc ces deux procédures confidentielles nécessitent quand même que la société ne soit pas dans un état trop dégradé en termes de ratio de rentabilité. C'est-à-dire qu'elle peut ne pas être rentable, mais il faut qu'elle retrouve une rentabilité sous 1 ou 2 ans maximum. Et finalement, son sujet, c'est très ponctuellement un sujet de trésorerie. Si vraiment on est sur un sujet de rentabilité où il faut une restructuration très lourde, le cadre, ça ne va pas être celui-ci, ça va être celui que je vais présenter après. Euh, pour essayer de vous donner un exemple de ce qui peut être fait dans le cadre de cette négociation confidentielle avec les créanciers, une entreprise, par exemple, qui a des difficultés de trésorerie et qui chaque année doit payer en emprunt 200 000 euros en capital d'intérêt, il est possible de trouver un accord avec le ou les banques pour que pendant une durée à déterminer, 12 mois ou 18 mois, finalement, l'entreprise ne paye pas ces 200 000 euros en capital d'intérêt, mais elle va juste payer la quote-part d'intérêt qui va peut-être être de 20 000 euros. Donc, en fait, sur 2 ans, sur une année, l'entreprise va, entre guillemets, non décaisser 180 000 euros. Donc, finalement, ces procédures
permettent à la société de renverser ce que je vous indiquais en préambule. C'est-à-dire que dans un premier temps, on ne paye pas, on ne paye pas ou de moins en moins bien les fournisseurs. Ensuite, on paye pas très bien les charges fiscales et sociales. Et tout d'un coup, après les banques, on continue à les payer. Là, l'objectif de cette procédure, bien souvent, c'est finalement de dire aux banques, bah, maintenant, vous allez aussi m'accompagner, vous allez geler un peu vos encours, et l'argent que l'on ne va pas dépenser à les régler, on va le réintroduire dans le circuit économie stratégique, c'est-à-dire vers les fournisseurs, pour détendre l'encours fournisseur, pour redonner de la confiance aux fournisseurs, parce que on le sait tous autour de ce webinaire, sans les fournisseurs et sans les clients, la société n'est pas grand-chose. Donc il faut restaurer cette confiance indispensable à la poursuite. Donc ça, c'est vraiment des outils qui sont très intéressants, qui sont dans la main du chef d'entreprise et encore une fois, qui sont confidentiels. Donc pour certaines activités hypersensibles, c'est très important. Le troisième point sur lequel je vais m'attarder, ce sont les outils désormais publics et collectifs de restructuration, c'est la sauvegarde et le redressement judiciaire. Public parce que, vous le savez tous, il y a une publicité, donc ça se joint une lance égale et une mention CABIS, et collectif parce que là, tous les créanciers sont emportés dans la procédure collective. On ne choisit pas en procédure collective, c'est vraiment tout le monde. Et pourquoi? Parce que là, on est dans une situation de la société qui est un peu plus dégradée quand même que celle que j'ai précisée avant. Et l'effet de levier doit être plus important. Et d'où la collectivité des créanciers impliqués dans la procédure. Dans le cadre de ces procédures de sauvegarde et redressement, il y a des professionnels de restructuration qui interviennent, des mandataires judiciaires et des administrateurs. Alors, dans le cas de M. Bernier, la société GBN tout à l'heure, il n'y avait qu'un mandataire, mais l'administrateur judiciaire intervient, lui, aux côtés du chef d'entreprise. On parlait de solitude. Mon rôle, alors ça c'est pas écrit dans les livres, mon rôle c'est avant tout un soutien, un accompagnement humain et psychologique du chef d'entreprise, parce que faut bien mesurer l'impact que peut avoir l'ouverture d'une procédure collective sur le moral d'un chef d'entreprise, c'est assez dévastateur. Le premier rendez-vous, on ne parle pas technique, on s'intéresse à la personne du dirigeant, à son environnement, aussi à son environnement familial, parce que si le dirigeant n'est pas en mesure, et j'entendais tout à l'heure qu'il fallait s'accrocher, c'est exactement ça. Si le chef d'entreprise n'est pas en mesure de poursuivre je dirais, l'activité, l'administrateur ou le mandataire judiciaire, il ne fera pas grand-chose sans le chef d'entreprise. Voilà. Nous, on monte à bord d'une équipe, enfin d'un bateau, et c'est vraiment tous ensemble. Donc, on va vraiment être, nous, à côté du dirigeant de l'entreprise pour gérer tous les aspects de la restructuration et pour permettre au dirigeant de se concentrer sur son business, sur son développement, sa réorganisation opérationnelle. On va échanger avec lui, mais voilà, l'objectif, c'est qu'il se concentre sur l'essentiel, sur tout ce qu'il n'arrivait plus à faire jusqu'alors. Alors, la sauvegarde et le redressement, c'est quand même deux procédures qui sont proches. Alors, on dit souvent il faut mieux une sauvegarde qu'un redressement. Il faut bien voir que pour l'environnement économique, hein, pour les fournisseurs, c'est exactement la même chose. Ils font l'objet d'une interdiction de paiement, qu'on soit en sauvegarde ou en redressement. Donc pour les uns, c'est exactement pour les fournisseurs, pardon, c'est exactement la même chose. La petite différence vraiment qui est fondamentale, c'est que en sauvegarde, l'entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements. Donc une société qui n'est pas en état de cessation des paiements peut demander une sauvegarde. Par contre, si elle est en état de cessation des paiements, elle ne peut pas demander de sauvegarde, elle demandera nécessairement un redressement judiciaire. L'objectif de ces deux procédures, ça doit permettre à l'entreprise de se réorganiser en profondeur. J'entendais tout à l'heure passer de 20 à 24 salariés à 8 salariés. Et oui, c'est aussi des mesures de restructuration très fortes. Lorsque, par exemple, on change complètement de stratégie commerciale, on réoriente complètement son activité pour retrouver une activité peut-être beaucoup moins forte, mais beaucoup plus rentable, parce que finalement, l'objectif, c'est de retrouver une rentabilité qui est dégradée. Et dès lors que la rentabilité est retrouvée, à ce moment-là, on peut se projeter sur un redéploiement de la société sur un horizon à 10 ans. Alors, je suis d'accord, hein, il faut aussi une sorte de profession de foi, un plan de sauvegarde, un plan de redressement. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on a restructuré l'entreprise, on sait qu'elle est là, désormais on veut qu'elle arrive à ce niveau-là. Et dans ce cadre-là, on va essayer d'aller présenter un plan d'appurement du passif, en général sur une durée maximum de 10 ans.
à travers un plan de sauvegarde ou un plan de redressement. Petit point, en redressement, si vraiment le passif est beaucoup trop important et qu'on n'arrive pas à le faire rentrer dans la capacité de l'entreprise à générer du cash, hein, si l'entreprise n'est pas capable de payer son passif sur 10 ans, à ce moment-là, il est possible de tenter de sauvegarder l'activité, de sauvegarder la pérennité des emplois, enfin d'assurer la pérennité des emplois en cédant l'entreprise. Quand on cède l'entreprise, on cède le fonds de commerce. Donc le passif reste, entre guillemets, sur le bord de la route et le repreneur reprend l'ensemble des actifs, les salariés, les contrats d'exploitation et finalement repart avec une nouvelle société. Ce n'est pas la solution idéale, c'est une solution alternative pour maintenir l'activité. Évidemment, ce n'est pas la solution qui est, je dirais, privilégiée par le chef d'entreprise. Voilà, j'espère que j'ai pu respecter le temps qui était imparti, il me semble. C'était pas évident de présenter tout cela en 15 minutes, mais je suis à l'écoute évidemment de vos éventuelles questions. Effectivement, du coup, on a une question de Damien Fourmont sur la Loire-Atlantique qui demande si la conciliation et le mandat ad hoc sont disponibles, notamment à tout âge de l'entreprise, notamment pour les jeunes entreprises, les moins de 3 ans. Le mandat ad hoc et la conciliation sont disponibles pour tous les types d'entreprises. Les entreprises de 6 mois ou de 99 ans, les entreprises de 0 salarié à 1000, 10 000 salariés. Il n'y a aucune restriction. Merci beaucoup, François. Super présentation succincte et complète à la fois. Nous allons faire appel sans attendre à notre collègue Hervé Le Polozec, développeur économique chez Solutions Eco, qui va nous faire part de son témoignage, son expérience, euh, quelques exemples concrets éventuellement et des fausses bonnes idées ou des pièges à éviter. Merci Sylvie. Alors Sylvie m'a demandé de témoigner en tant que développeur économique là, de comment réagir face à des entreprises en situation de difficulté. Euh, Déjà rappeler que ben, voilà, moi je suis développeur économique, mon métier c'est plutôt d'accompagner des projets offensifs. Hein, c'est plutôt de voir les chefs d'entreprise quand tout va bien et qu'on prépare des investissements. Euh, donc c'est plutôt mon univers courant et par parenthèse, je m'attache particulièrement quand il y a des projets d'investissement, des projets stratégiques, à ce que ces projets soient bien financés, notamment sur les aspects d'investissement en BFR, etc., pour éviter justement peut-être demain d'être dans des situations de difficulté. Mais il n'empêche qu'effectivement, ça peut arriver de tomber sur une entreprise en difficulté. Donc, que faire? Alors, moi, j'ai choisi de faire l'analogie, donc je vais aller vite, hein, mais avec les missions du sauveteur secouriste du travail. Oui, je trouve que je suis SST au travail et je fais l'analogie parce que ouais, il y a des points communs. Moi, mon boulot, je suis pas spécialiste, je suis pas urgentiste, j'ai pas l'expérience et les outils présentés par les différents intervenants ce matin. Mon job, ça va être effectivement d'évaluer la situation et puis d'aider le dirigeant à mobiliser les bons outils, d'aller mobiliser les bons acteurs. Ce qui me plaît aussi dans l'analogie avec le sauveteur secouriste, c'est que en fait, on a des diagrammes d'intervention, une situation égale une action. Et ça, c'est vraiment le message principal que je veux faire passer aux collègues, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. Voilà, quel que soit le niveau de situation, on va en parler tout de suite là, mais il y a une situation, il y a un outil, il y a un contact, il y a toujours cette logique d'action. Il n'est jamais trop tard, même quand il est trop tard, il y a toujours quelque chose à faire. Et ça, c'est super important d'avoir ça en tête. Faut être factuel. Et dans cette logique d'action, on a en face de nous un dirigeant qui peut être en difficulté, y compris en difficulté psychologique. Et donc d'avoir ce rôle un peu de repère, voilà, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu peux faire, c'est quoi les actions, qui tu peux appeler de ma part. Ça me semble être une attitude importante. Le plus dur pour moi, c'est certainement d'évaluer la situation, donc faire l'examen de la victime, entre guillemets, comme on dit voilà, en langage secouriste. Le principal problème, c'est que souvent la situation ne va pas être abordée de front. Elle ne va pas être abordée directement par le dirigeant pour plein de raisons. Souvent, on va m'appeler, moi ça fait partie de mon boulot, mais voilà, est-ce que tu aurais une aide pour ceci, une aide pour cela? On a un projet, on a un petit problème de financement. Voilà, c'est rarement, on est rarement dans la situation de, voilà, je risque la cessation de paiement, qu'est-ce que je peux faire?
Et donc, c'est vraiment ce dialogue et cette période de discussion avec le chef d'entreprise qui va permettre de révéler progressivement, en utilisant tous les points qui ont été abordés par les intervenants précédents, il y a des indices qui vont à un moment donné nous amener à comprendre qu'il se passe sans doute quelque chose sur le plan de la trésorerie. Et à un moment donné, il faut mettre les pieds dans le plat. Où est-ce qu'on en est par rapport à ces questions de trésorerie? Est-ce qu'il y a un risque de cessation de paiement qui est dans le viseur? Est-ce qu'il y a eu un travail de prévisionnel de trésorerie à 6-12 mois qui a été fait avec l'expert comptable? Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Avec cet objectif d'identifier avec le chef d'entreprise si à un moment donné, il y a un risque de cessation de paiement. Voilà, je ne vais pas être en situation de payer mon fournisseur, de payer mes charges, mon échéance d'emprunt, etc. Donc ça, c'est tout le travail de discussion qu'on peut avoir avec le dirigeant. Mais à la fin, voilà, ça se finit, on met les pieds dans le plat. Est-ce que tu as un prévisionnel de trésor? Et est-ce qu'il va y avoir des difficultés à payer telle ou telle échéance? Donc ça, si on arrive à avoir ça, à poser ça avec le dirigeant, lui-même, il peut mobiliser son expert comptable typiquement. Voilà. On sait où on va et ensuite, on voit quel est le niveau d'urgence, justement. En fonction du niveau d'urgence, on ne va pas mobiliser forcément les mêmes outils. Donc, il y a beaucoup d'outils qui ont été présentés. Donc, je ne vais pas y revenir. Et puis, Hervé Lampérière, tout à l'heure, va évoquer d'autres sujets. Voilà, il y a des outils sur lesquels, en tant que développeur, moi, je peux agir, mais je pense notamment à l'activité partielle, là, qui est un sujet un petit peu d'actualité en ce moment, parce que les robinets sont un petit peu fermés là du côté des dettes. Le simple fait de contacter la dette pour dire qu'on est en contact avec telle ou telle entreprise qui a un projet qui va rebondir, etc., ça peut l'aider à mobiliser ce type d'outils. Voilà, je vais pas forcément m'attarder sur la boîte à outils, elle a déjà été évoquée pour aller un petit peu plus vite. À la fin, voilà, en fonction du niveau d'urgence, il faut éviter absolument la cessation de paiement. Donc, il y a des situations où, voilà, quand on entend j'ai pas payé ma dernière échéance sur ça, ou je sais pas comment payer les salaires le mois prochain, là, il faut se dépêcher d'intervenir. Les contacts clés, donc, je mobilise pas je ne liste pas les outils, ça sert à rien, mais moi, rapidement, je vais quand même m'assurer qu'il y a un contact typiquement avec la DDFIP en local et un contact aussi avec le tribunal de commerce. Un petit mot là-dessus. En tout cas, moi, sur le département, j'interviens en Vendée. On a un tribunal de commerce qui est hyper réactif. Ce qui dessert un peu le tribunal de commerce, c'est le mot tribunal. Voilà, le chef d'entreprise, il ne va pas se faire juger en appelant le tribunal. Au contraire, il va trouver des gens qui sont là pour l'accompagner, qui ont l'habitude de ce genre de situation. Donc ça, c'est c'est des points de contact super importants. J'évoquais aussi avec les collègues l'importance des syndicats professionnels. Ils ont souvent l'habitude d'intervenir, là, les permanents, MEDEF, CPME, etc. Non, mais ils savent aussi comment réagir sur ce type de situation. Donc voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail encore une fois. Je veux insister sur ces points-là pour conclure. La difficulté, c'est effectivement d'évaluer la situation de l'entreprise, mesurer le niveau d'urgence pour savoir quoi mobiliser et qui appeler, et garder en tête effectivement cette logique d'action. Quelle que soit la situation de l'entreprise, il y a toujours quelque chose à faire. Merci beaucoup. Hervé. Merci bien. Et justement, pour terminer ces différents témoignages, pour soutenir les entreprises en fragilité, donc tu as cité différents contacts et leviers. Des accompagnements régionaux sont-ils possibles? Et je fais appel à Hervé Lampérière, chef du pôle industrie à la direction entreprise et innovation à la région Pays de la Loire, pour évoquer ce sujet. Oui, bonjour à tous. Alors, je crois que j'ai la lourde tâche de conclure ou presque. Alors, je vais être le plus complet et le plus succinct possible. Et puis, je vais m'inscrire surtout dans les interventions, dans la suite des interventions de Maître Mercier et d'Hervé à l'instant. Alors, si on peut passer juste après. Voilà. Alors, juste pour repréciser quelques éléments d'enjeu et de cadre. Donc,
La région s'est dotée d'une stratégie économique en tout début de mandat, donc 2021-2022. Récemment réaffirmée, récemment amendée, modifiée en octobre 2024. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui ne change pas, en fait, c'est la volonté, le souhait de la région de se positionner de manière résolue en faveur de l'industrie régionale et du tissu industriel régional pour le conforter, sachant qu'on a la chance d'avoir un tissu relativement dense et diversifié. Et en cela, évidemment, nous aussi, notre vocation est plutôt d'accompagner des projets d'implantation, de développement, d'innovation, etc. Mais on ne fait pas non plus l'impasse sur le soutien aux entreprises en fragilité, je n'ai pas dit en difficulté, hein, en fragilité, avec l'objectif, celui que je viens de décrire, hein, c'est la préservation des outils industriels, des savoir-faire, des emplois. Partant du principe que on sait très bien que quand une entreprise industrielle malheureusement est défaillante, ferme, etc., la reconstitution du tissu industriel est quand même extrêmement, extrêmement difficile. C'est pas parce qu'une entreprise ferme qu'une autre va se créer comme ça du jour au lendemain. Alors, pour autant, on intervient en matière de soutien régional aux entreprises en fragilité dans un cadre réglementaire contraint. Donc, je faisais le distinguo fragilité, difficulté. Effectivement, on ne peut pas réglementairement, donc ça c'est une réglementation européenne, intervenir au soutien d'entreprises dites en difficulté, définies comme étant en difficulté. Clairement, donc, ce sont toutes les entreprises qui sont en phase de procédure collective. Donc sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, bien sûr, tout cela a été rappelé par Maître Mercier. Y compris, alors il y a eu pas mal de littérature, d'interprétations juridiques là-dessus. En tout état de cause, on s'est arrêté sur celle-ci, y compris les entreprises qui bénéficient d'un plan de redressement, d'un plan de sauvegarde. C'est-à-dire que même ces entreprises dont on pourrait penser qu'elles sont, entre guillemets, sorties d'affaires, et quelque part elles le sont un petit peu, juridiquement, en tout état de cause, elles sont considérées comme étant en difficulté au terme de la réglementation européenne, ce qui ne nous permet pas d'accompagner une entreprise qui bénéficie d'un tel plan. Il n'y a que si l'entreprise pouvait apurer ce plan, rembourser ce plan et donc ne plus y être assujetti qu'on pourrait intervenir. Donc il y a toutes ces catégories d'entreprises sur lesquelles nous ne pouvons pas intervenir avec des outils régionaux. Également, j'ai simplifié à l'extrême hein, les définitions parce qu'elles sont autrement assez copieuses. Également des entreprises qui auraient des pertes accumulées qui feraient en sorte que le capital social ou les fonds propres, dans certains cas, deviendraient inférieurs à la moitié de ce qu'ils sont. Donc toutes ces définitions, vous les retrouvez en fait là dans le lien que je vous ai indiqué. Je vous ai indiqué la page parce qu'il doit y en avoir à peu près 250 ou 300, donc c'est un peu copieux. C'est donc la page 19 qui définit effectivement ce qu'est une entreprise en difficulté, mais globalement, on retrouve ces éléments que je viens de décrire. Donc, on en déduit que la région, en fait, ne peut intervenir qu'en amont de ces difficultés, y compris dans le cadre de procédures amiables. Alors je crois que c'est plutôt outils amiables maintenant, d'après ce qu'a dit Maître Mercier, donc c'est-à-dire des procédures de mandat et conciliation. Dans ce cadre-là, effectivement, enfin ça a été rappelé, on n'est pas dans un cadre de procédure collective et donc pourquoi pas? Il peut y avoir une potentielle intervention régionale, ou alors en aval des difficultés, c'est-à-dire si on se projette plutôt dans un programme de cession, de reprise d'une entreprise pour assurer la pérennité de son activité. Merci. Donc, dans tout cela, à supposer que donc on puisse intervenir, donc on se situe soit en amont, soit en aval de difficultés. Bon voilà, il y a un panel de possibilités d'intervention régionale qui sont assez diverses. Le grand principe quand même qui sous-tend la majorité de ces interventions potentielles, c'est que la région n'intervient jamais seule. C'est-à-dire très clairement,
On ne fera pas une garantie, on ne fera pas un prêt, on ne fera pas des reports d'échéance seuls. On demande, et c'est le cas, c'est ce qui se passe dans le cadre de procédures amiables, mandat, conciliation, on demande qu'il y ait un effort collectif, effectivement, pour redresser l'entreprise. La région n'a pas vocation à faire seul un effort. D'ailleurs, dans la plupart des cas, nous serions bien incapables seuls d'assurer un redressement durable de l'entreprise. Donc, on est vraiment dans un cadre beaucoup plus complet et collectif. Alors, sur les dispositifs mobilisables, je les ai classés en 4 catégories, sachant que voilà, leur vocation, leur volumétrie est très différente à chaque fois. On peut intervenir sur des phases, donc plutôt en amont, pour accompagner l'entreprise, ce qu'on appelle Pays de la Loire Conseil. C'est un système de subvention qui permet d'appuyer le recours à des conseillers extérieurs sur pas mal de thématiques, hein, la recherche de financement, la stratégie, le repositionnement commercial, etc., etc. Ça, bien sûr, Pays de la Loire Conseil, c'est quelque chose où on n'exige pas qu'il y ait un effort collectif, hein. C'est une aide que la région peut faire seule en one shot, contrairement à ce que j'ai dit auparavant. On peut également fonctionner par ce que j'appelle des aménagements, c'est-à-dire essentiellement soit des facilités de paiement, soit des reports d'échéance. Facilité de paiement, c'est le cas où l'entreprise a déjà été accompagnée par la région, est déjà bénéficiaire par exemple d'un prêt régional. On peut tout à fait, au moment de l'échéance, convenir avec l'entreprise qu'on étale le paiement de cette échéance sur X mois pour faciliter la gestion de sa trésorerie. Ça, c'est quelque chose qui se fait de manière assez souple, qui ne nécessite pas de vote particulier ni rien. Les reports d'échéance, bah, c'est ce qu'a évoqué Maître Mercier un petit peu tout à l'heure. Effectivement, là, on est dans une procédure et dans une approche un petit peu plus structurante, hein, puisqu'il s'agit vraiment de reporter plus loin des échéances, pas de les étaler, mais vraiment de les différer dans le temps. Donc, dans ce cadre-là, même principe que ce que j'ai rappelé tout à l'heure, pourquoi pas, mais nous n'intervenons pas seuls. Ça veut dire que très souvent, et la plupart du temps, les banques sont amenées à faire un effort similaire. Et puis ensuite, nous avons aussi des outils de financement ou de garantie de financement. Donc en financement, c'est Pays de la Loire pré-entreprise. Bon, c'est un prêt participatif, hein, qu'on peut diligenter aux entreprises. Ça, c'est essentiellement pour consolider la trésorerie de l'entreprise. C'est un prêt qui est sans garantie, c'est un prêt qui est différé dans son remboursement, qui vient vraiment consolider la trésorerie de l'entreprise. Il n'est pas forcément lié à un investissement particulier, à un programme particulier. Et puis, nous avons également Pays de la Loire Garantie. C'est une garantie que nous pouvons diligenter aux côtés de BPI France et qui permet de venir, comme son nom l'indique, garantir des emprunts qui seraient consentis par des partenaires privés. Voilà. Je ne suis pas rentré dans le détail. Vous avez le descriptif, hein, et les liens utiles pour ces possibilités d'intervention. Sachant que voilà, hormis, et pour rappel, hormis pour le conseil et les facilités de paiement, la région n'interviendra pas seule, mais dans le cadre d'un effort collectif. Alors ensuite, sur l'environnement de notre intervention, donc j'ai dit on n'intervient pas seul, et puis au fil du temps et à mesure que la région s'est progressivement intéressée, impliquée sur les entreprises en fragilité, on a noué des partenariats qui aujourd'hui nous permettent d'être plus efficients et plus légitimes, si j'ose dire, plus informés dans l'appréhension d'un dossier. Bon, déjà, on a des échanges réguliers avec l'État, avec le CRP, donc l'ancien commissaire au redressement productif et l'actuel commissaire à la restructuration et à la prévention des difficultés des entreprises. Avec l'État, on va échanger sur les dossiers les plus structurants qui vont avoir un impact régional plus marqué.
Et l'idée de nos échanges avec l'État, c'est effectivement d'intervenir de manière plutôt conjointe sur ces dossiers-là et de partager une vision sur ces dossiers-là. Alors, autant l'État n'aura pas forcément immédiatement les outils d'intervention financiers que l'on a, autant il aura d'autres vecteurs, comme par exemple l'action sur les dettes fiscales, les dettes fiscales et sociales de l'entreprise, qu'évidemment, levier que dont la région ne dispose pas. On contribue aussi à côté de l'État à une note partenariale d'information. Je pense qu'elle est assez largement diffusée. C'est un document assez large, mais son grand intérêt, c'est qu'il est très régulièrement mis à jour, qui est diffusé en fait depuis la période Covid et qui liste un petit peu tous les dispositifs, que ce soit région, mais aussi État, mais aussi Banque de France, etc., un petit peu tout ce que peuvent faire les partenaires institutionnels et privés en matière de soutien aux entreprises en fragilité. Donc voilà un petit peu notre partenariat avec l'État. Et puis au fil du temps, c'est ce que disait Maître Mercier tout à l'heure en disant la région est souvent autour de la table, on a développé effectivement des relations opérationnelles avec tous les professionnels du domaine et des entreprises en fragilité. Alors qu'il s'agisse bien sûr des mandataires, hein, on est intervenu et maintenant on a des relations assez régulières avec de très nombreux mandataires qui interviennent en région, ce qui nous permet là aussi d'avoir des échanges privilégiés et de pouvoir intervenir de manière vraiment précise sur les dossiers qui nous sont soumis. Et puis on a noué des partenariats aussi avec les cabinets d'audit et surtout ce qu'on appelle les cabinets de restructuring, hein, souvent des grands cabinets financiers qui nous permettent d'avoir une approche et un éclairage plus précis sur les dossiers qui nous sont soumis. Je crois, voilà, que j'en ai fini, en espérant avoir tenu le timing. Et je suis à l'écoute de vos questions. Alors, on a une question. Quels sont les seuils et critères d'accès des prêts et garanties à chiffre d'affaires effectif? Sur les C'est prêts, Madame Véronique Cardona qui pose la question. oui. Sur les prêts, il n'y a pas de présupposé particulier sur la taille de l'entreprise. Je ne rentre pas dans les détails vraiment techniques, mais on va dire à la base. Il n'y a pas d'empêchement particulier, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des PME, etc., etc. Après, on aura d'autres critères à vérifier, mais à la base, pas d'empêchement particulier. Sur la garantie, ce sont uniquement des PME, au sens européen. Il y aurait une autre question, Jérémy? Non, puisqu'on avait la même question effectivement sur la taille des entreprises, donc tu y as répondu en même temps. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Hervé. Merci à toutes et tous pour votre participation et vos questions. Merci, un grand merci à nos invités pour leur présentation, leur témoignage. Ce webinaire sera disponible en replay sur le site internet de Solutions Eco à partir de la semaine prochaine. Le RDE vous donne rendez-vous le 27 mars pour un prochain webinaire sur la transition écologique et la réindustrialisation. Excellente journée à toutes et tous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Merci, au revoir.